Depuis qu'elle est apparue au cœur des océans, il y a 3,8 milliards d'années, la vie évolue et se diversifie, soumettant à la sélection naturelle une infinité de formes et de stratégies pour la survie. L'une de ces stratégies repose sur l'utilisation de venins, et elle intéresse de plus en plus les chercheurs du domaine médical. Les venins contiennent des toxines affinées au fil des millénaires pour agir de manière radicale sur le métabolisme des proies dans lesquelles elles sont injectées. Et leurs cibles privilégiées sont les systèmes sanguins, nerveux ou immunitaires de ces proies. Ces molécules constituent de précieuses sources d'inspiration pour les chercheurs, qui tentent de percer les secrets de leur efficacité afin de pouvoir utiliser leurs propriétés particulières à des fins thérapeutiques. Mais ils n'ont encore fait qu'effleurer cet extraordinaire réservoir d'ingéniosité du vivant. Il existe à peu près 200 000 espèces d'animaux venimeux sur Terre, ce qui représente quand même 10% du règne animal, ce qui est énorme. Et seuls quelques centaines de ces animaux ont pu vraiment être étudiés sur le plan de leur venin. Les venins de certains animaux terrestres sont étudiés depuis longtemps. Mais la formidable diversité de ceux que produisent les organismes marins reste encore pratiquement inexplorée. Aujourd'hui, l'un de ces animaux focalise toute l'attention des scientifiques, car les principes actifs qu'il découvre dans son venin ouvrent des voies totalement inédites à la recherche pharmaceutique. Les cônes sont des escargots marins de quelques centimètres de long que l'on peut rencontrer dans toutes les zones tropicales et subtropicales du globe. À l'abri d'une solide coquille, capable de se rendre invisible sur les fonds sablonneux, ces mollusques actifs principalement de nuit sont en fait de redoutables prédateurs carnivores. Et leur succès repose avant tout sur leur talent de chimistes. C'est en reniflant les molécules qu'elles émettent que ce chasseur patient repère ses proies. Le cône se rapproche alors à une distance convenable et déploie une fine trompe qui se faufile au plus près du poisson convoité. Ce tentacule, appelé proboscis, est armé d'un minuscule harpon chargé de venin, une véritable seringue hypodermique à usage unique, développée il y a 55 millions d'années. Instantanément paralysée, la proie est tractée jusqu'à la gueule béante du monstre pour y être dévorée encore vivante. Ces escargots sont passés maîtres dans l'art de produire des poisons extrêmement précis et efficaces. Un atout déterminant, puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 800 espèces de cônes, chacune utilisant des méthodes et des venins différents.
C'est d'ailleurs par leur diversité qu'ils ont d'abord intéressé les collectionneurs, admiratifs de l'infinie beauté et variété des motifs de leurs coquilles. Le Muséum d'histoire naturelle de Genève en possède l'une des collections les plus intéressantes au monde. Et Yves Finet, le conservateur, est intarissable à leur sujet. Les cônes sont assez connus pour leurs propriétés venimeuses. En effet, il s'agit d'animaux prédateurs qui se nourrissent d'autres animaux vivants. Le plus connu d'entre eux, c'est le cône géographe. Pourquoi l'appelle-t-on géographe? Parce que sa surface est garnie de dessins qui rappellent vaguement une vieille carte géographique. Voilà un bel exemple de conus textile. On appelle textile à cause de son ornementation, rappelant un peu la structure d'un tissu. Et on voit la spire en forme de cône. Ceci est l'ouverture par où sort naturellement l'animal lorsqu'il est vivant sous l'eau. On distingue essentiellement ceux qui se nourrissent de poissons, qui sont piscivores, ceux qui se nourrissent de vers marins, et ceux qui se nourrissent éventuellement d'autres mollusques marins, éventuellement des cônes eux-mêmes. Jusque vers le milieu des années 1970, personne ne s'était intéressé de près à ce prédateur très discret. Le premier scientifique qui s'est penché sur ses singuliers pouvoirs est originaire des Philippines. Le professeur Baldomero Oliveira, surnommé Toto, est sans doute l'un de ceux qui les connaît le mieux. Enfant, il parcourait les plages, déjà captivé par ces étranges créatures dont il collectionnait les coquilles. J'ai grandi aux Philippines, où j'ai terminé mes années de collège, puis je suis parti ensuite aux États-Unis pour poursuivre mes études universitaires. Pour mon doctorat, j'ai travaillé sur l'ADN et la génétique. C'était les débuts de la biologie moléculaire. Puis j'ai voulu retourner aux Philippines et j'ai accepté un travail ici. Mais à mon arrivée, je me suis vite rendu compte que je ne pourrais plus poursuivre les recherches que je souhaitais entreprendre, car il n'y avait aucun équipement. J'avais bien un laboratoire, mais sans aucun matériel. Je me suis dit, bon, il faut chercher un sujet de recherche, trouver peut-être un projet qu'il serait possible d'initier, au moins au tout début, sans équipement particulier, en tirant avantage des ressources locales. L'archipel des Philippines est composé de plus de 7000 îles, entourées de récifs coralliens, où la richesse de la biodiversité est restée intacte. L'océan Pacifique nourrit la majorité des habitants des Philippines, et il va fournir à Toto Oliveira son sujet d'étude. Ici, les coquillages abondent, et pour le jeune scientifique désargenté, c'est l'opportunité de concilier travail et passion. Nous sommes alors dans les années 1970, et Lourdes Cruz, une jeune chercheuse fraîchement diplômée, va le seconder. Toto, qui collectionnait les coquillages depuis l'âge de 9 ans, connaissait ces cônes tueurs, surtout le cône géographe, qui, comme le savent les pêcheurs, peut être mortel. Le géographe fait partie des 3 espèces les plus dangereuses de cônes. Pour pêcher, il a développé une technique originale qui repose sur la très grande spécialisation des toxines qu'il peut produire. Une fois au plus près de sa proie, il semble distiller dans l'eau des molécules qui vont plonger sa future victime dans une sorte de léthargie. Alors, le mollusque développe son appareil buccal jusqu'à l'envelopper complètement. Et enfin, il lui injecte une piqûre paralysante et mortelle de son venin. L'ensemble de la manœuvre ne dure qu'une poignée de secondes, ce qui ne laisse aucun doute sur l'efficacité des molécules actives contenues dans ce venin. Et lorsqu'il se sent menacé, c'est aussi une arme dont le cône n'hésite pas à faire usage pour se défendre. Le dernier cas de piqûre de cône que j'ai pu observer était celui d'un patient qui a été amené à l'hôpital général des Philippines
il y a environ 10 ans. La victime était un ouvrier. Le soir, il partait souvent en mer afin de capturer du poisson pour son dîner. Et une fois, alors qu'il en eut harponné un, il a repéré un gros cône géographe, plus grand que celui-ci, qui rampait dans la mer. Comme ils en sont friands, il s'est tout de suite dit « Oh, le bon dîner que je vais pouvoir me préparer ». Il l'a donc ramassé et mis dans son short, car il avait déjà les mains occupées par son poisson et le harpon. Et bien sûr, il s'est fait piquer. Peu après, il s'est senti mal. Il avait des étourdissements. Il est donc revenu vers le bateau alors qu'il sentait la paralysie le gagner. Sans une prise en charge médicale d'urgence, l'attaque du géographe peut être mortelle pour l'homme. 10 minutes après avoir été piqué, la victime ressent de violents maux de tête et des vertiges. Puis c'est l'engourdissement et la paralysie. La respiration devient de plus en plus difficile et entraîne la mort par asphyxie. Au moment où il atteignait l'hôpital, il est tombé en arrêt respiratoire. Par chance, le docteur savait ce qu'il fallait faire et l'a placé en respiration artificielle et il fut sauvé. Ce genre d'accident est très grave. Si le médecin ne l'avait pas pris en charge, il n'aurait pas survécu plus d'1 heure et demie. Lorsque Lourdes Cruz et Baldomero Oliveira commencent leurs recherches, les dangers des piqûres du cône géographe sont bien connus des locaux. Mais ni la nature du composant mortel de son venin, ni son mode d'action n'ont jamais été étudiés. Nous avons décidé de déterminer quel composant de venin est capable de tuer un homme. Il nous a fallu beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais en y travaillant, nous avons découvert que ces venins sont extrêmement complexes et bien plus intéressants que nous ne l'avions imaginé. Le venin des cônes géographes se révèle en fait un véritable cocktail de plusieurs centaines de composants très variés qui provoquent dans l'organisme de leurs victimes des cascades de réactions complexes. Le problème, lorsque l'on étudie ce genre de venin, c'est qu'il se compose de 100 à 200 composés. On obtient donc des résultats très difficiles à interpréter. Donc, pour discerner ce qui se passe réellement, il faut séparer tous les composés. Voilà le vrai travail. Et c'est là que la science est importante. La tâche est en effet délicate, car isoler un à un les principes actifs d'un venin qui en comprend plus d'1 centaine, c'est vouloir extraire les ingrédients d'un cocktail savamment dosé. Ou encore, séparer les divers composants d'une couleur. Pas impossible, mais fastidieux. Les chimistes connaissent depuis longtemps un procédé appelé chromatographie qui permet de le faire. C'est en quelque sorte une série de courses dont les participants sont des molécules. Toutes n'ont pas la même aisance dans un milieu donné. Certaines molécules se déplacent plus rapidement dans l'eau, alors que d'autres progressent plus vite au sein d'un milieu gras. Le résultat de ces courses s'affiche sous la forme d'un graphique dont chaque pic représente un composé différent. La hauteur du pic dépend de la quantité de la molécule présente dans le mélange analysé. Une fois cette opération achevée, Oliveira et Cruz testent l'une après l'autre les toxines qu'ils ont isolées en les injectant dans les muscles de souris. Et là, première surprise, ce ne sont pas les molécules présentes en grande quantité dans le venin qui provoquent la paralysie. Un été, alors que j'étais en train de séparer les composants du venin du cône géographe, nous avons trouvé plusieurs pics,
Les pics majeurs ne contenaient pas d'activité paralysante. Mais nous avons déterminé que celle-ci était induite par un composant mineur que nous ne pouvions pratiquement pas déceler. Cela nous a enthousiasmés car ça prouvait que si minoritaire qu'il puisse être, ce composant devait être extrêmement puissant. Cette première molécule active, extraite du venin d'un cône, est en fait un peptide, c'est-à-dire une petite protéine. Les protéines sont les unités de base de la construction du vivant. Ce sont des chaînes d'acides aminés, directement produits par transcription du code de l'ADN. Selon la nature, le nombre et la disposition des acides aminés qui les composent, ces protéines ont des formes et des fonctions extrêmement diverses. Dans un corps humain, par exemple, il en existe des centaines de milliers de types différents. Et elles jouent un rôle central dans la plupart des fonctions vitales à l'échelle cellulaire. Le premier peptide que j'ai isolé avait une action très similaire à la toxine extrêmement létale des serpents de la famille des cobras. Ce peptide agit de la même manière. Si j'injecte un tout petit peu de ce peptide de seulement 13 acides aminés dans ce doigt, il va être paralysé. La particularité du peptide paralysant qu'ils viennent d'isoler, c'est que pour une efficacité comparable, il est beaucoup plus petit que son équivalent chez les serpents. 74 acides aminés pour le serpent, seulement 13 pour le cône, ce qui le rend beaucoup plus simple à reproduire de manière synthétique. Mais Oliveira identifie dans le venin un second composant doté des mêmes propriétés qu'une toxine du poisson globe, le fugu des Japonais, connue elle aussi pour induire une paralysie mortelle. Donc, la réponse à la question « Pourquoi la piqûre du cône géographe est si mortelle ?», c'est que lorsque vous vous faites piquer, cela équivaut à manger une petite dose de fugu en se faisant mordre en même temps par un cobra. La stratégie du cône ne repose donc pas sur l'utilisation d'un poison unique, mais sur un cocktail complexe, une combinaison de molécules ayant chacune un mode d'action différent. Cette richesse insoupçonnée incite alors Oliveira à étendre son étude aux autres espèces de cônes. Mais dans un premier temps, c'est la déception. Si les venins des cônes striatus, textiles ou magus révèlent bien une grande variété de petits peptides encore inconnus, une fois injectés dans les muscles des souris, aucun d'entre eux ne semble provoquer d'effets spectaculaires. Jusqu'au jour où l'initiative d'un étudiant américain va complètement réorienter les recherches. La vraie percée dans nos recherches est venue d'un jeune étudiant de l'université de Utah nommé Craig Clark. Après les avoir séparés, il décida d'injecter chacun des peptides directement dans le système nerveux central des souris. Et chaque composé a induit un comportement différent. Il y avait un composé qui endormait la souris sans aucune conséquence au réveil. Un autre peptide entraînait une sorte de léthargie. Un autre causait des convulsions. Un autre encore provoquait des tremblements. Un autre engendrait des démangeaisons. Un autre peptide provoquait des secousses au niveau de la tête de la souris. Craig Clark vient d'ouvrir la voie à une hypothèse radicalement nouvelle. Et si c'était sur le système nerveux que la plupart de ces peptides agissaient? Si la paralysie qu'ils provoquent chez le poisson résultait d'un blocage en amont des muscles eux-mêmes, quelque part sur le circuit d'influx nerveux qui commande à leur action? En effet, marcher, courir, sauter sont autant d'actions volontaires qui sont commandées par notre cerveau. Celui-ci envoie un signal électrique transmis par les neurones, les cellules du système nerveux, le long de fibres appelées axones. Ces axones se terminent par des synapses. Les synapses transforment alors ce message électrique en un message chimique. L'impulsion électrique déclenche dans la synapse l'ouverture de minuscules couloirs, appelés canaux calcium. En s'introduisant par ces canaux,
le calcium libère des neuromédiateurs qui viennent se fixer sur des récepteurs de la plaque motrice du muscle, ce qui provoque sa contraction et engendre le mouvement. L'hypothèse de travail d'Oliveira est désormais que les peptides des venins de cône agissent quelque part sur ce circuit pour le bloquer. Il donne à chacun de ses étudiants la mission de choisir un peptide et de réévaluer son action, cette fois sur le système nerveux. L'un d'entre eux, Michael McIntosh, choisit une molécule extraite du venin du cône au nom si évocateur de magicien et confirme la piste de Clark. J'ai trouvé une activité très intéressante. Lorsque nous introduisions ce composé dans le cerveau de l'animal, il produisait un symptôme de secousse. La souris avait des sortes de petits tremblements. Nous l'avons alors baptisé le shaking toxin, la toxine du tremblement. Ce fut la première véritable démonstration que de petits composés de venin pouvaient interagir avec le système nerveux. Et ça a commencé à faire germer dans la tête des scientifiques l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose susceptible d'avoir une action médicale. Après avoir synthétisé cette molécule, Oliveira met en évidence un mode d'action très subtil. Lorsque le cône injecte son venin, ce petit peptide vient se fixer sur les récepteurs des canaux calcium les plus proches, bloquant leur fonctionnement et empêchant la transmission de l'influx nerveux aux muscles, ce qui provoque la paralysie, puis éventuellement la mort du poisson. Mais une question cruciale restait posée. Pourquoi, lorsqu'il est injecté dans le muscle d'une souris, ce peptide ne provoque-t-il pas le même effet de paralysie? La réponse est venue d'une autre équipe qui travaillait sur la transmission de l'influx nerveux. Il existe différents types de canaux calcium dans le système nerveux et ils ne jouent pas tous le même rôle. Chez le poisson, ceux que cible le peptide se situent au niveau des muscles et participent à la transmission des informations motrices. Mais chez les mammifères, ils se trouvent dans la colonne vertébrale et ils font partie du circuit de transmission de la douleur. Oliveira découvre ainsi que par le même mécanisme qui lui permet de paralyser les poissons, cette molécule a le pouvoir de bloquer la douleur chez les mammifères. Nous sommes alors au début des années 1980. Pour combattre les problèmes de douleur chronique dont souffre une personne sur 6 dans le monde, la médecine ne dispose que des dérivés de la morphine, avec les inconvénients qui leur sont associés. Ce peptide issu du venin de cône magicien offre peut-être pour la première fois la possibilité d'une alternative à la morphine, en même temps qu'une voie radicalement nouvelle pour aborder le traitement de la douleur. Dennis Church est chargé de convaincre l'industrie pharmaceutique de financer les années de tests cliniques qui vont permettre de transformer de nouvelles molécules en un médicament validé par les autorités sanitaires. Il est évident que nous ne souhaitons pas redévelopper un produit qui existe déjà. Je dirais que notre objectif est de répondre à un besoin médical non satisfait. Notre motivation première est le patient, c'est ce qui nous guide. Par exemple, trouver un traitement pour une maladie encore incurable représente un intérêt, ou par exemple, un nouveau produit qui aurait moins d'effets secondaires. Je dirais ensuite que la deuxième chose à prendre en compte, c'est la capacité à amener une molécule au développement clinique, puis sur le marché avec l'aide de l'industrie pharmaceutique. Cela pose des questions. Pouvons-nous en produire suffisamment? Y avons-nous accès? Sommes-nous en mesure de faire toutes les expériences nécessaires requises pour développer une molécule de la phase préclinique à la phase clinique? Et troisièmement, sommes-nous convaincus au point de départ qu'en suivant toutes ces étapes, nous allons aboutir à un produit efficace, différent de ceux qui existent déjà sur le marché, ou plus performants que ceux développés par nos concurrents? Le potentiel du peptide de venin de cône ne fait aucun doute. Les moyens se mobilisent, les tests cliniques sont positifs
Et après plus de 30 ans de recherche, sort en 2005 un médicament baptisé Prialt, pour première alternative à la morphine. Une partie de la communauté scientifique s'enthousiasme. À ce jour, 5 médicaments seulement avaient été dérivés de venin. 1 pour traiter l'hypertension, 3 pour les problèmes de coagulation sanguine et un traitement contre le diabète. Mais aucun basé sur des peptides agissant sur le système nerveux et aucun en provenance d'un organisme marin. Le Prialt relance l'étude des venins dans une nouvelle direction, l'utilisation de leurs molécules actives dans le traitement de la douleur. Le Prialt est la première toxine d'origine marine et même la première molécule marine qui a été développée comme médicament. Cela a insufflé l'idée que si l'on localise la cible d'un peptide, on peut l'utiliser sélectivement pour traiter des douleurs qu'on ne sait pas soulager autrement. Le Prialt est un médicament pionnier. C'est le premier. Il a ouvert la voie à l'utilisation de peptides de venin dans des applications thérapeutiques. Néanmoins, ce premier médicament, bien qu'original dans son approche, possède encore bien des défauts qui limitent fortement son utilisation. Les toxines naturelles du cône magicien sont faites pour être injectées à proximité de leur cible. Leur structure ne leur permet pas de franchir la paroi intestinale. Elles ne peuvent donc pas être administrées par voie orale. Pour avoir une action sur la douleur, le Prialt doit être injecté directement dans la colonne vertébrale. D'autre part, le Prialt peut entraîner des effets secondaires importants. Il semble que le peptide agisse également sur d'autres canaux à la fonction encore mal comprise. Il n'est donc aujourd'hui utilisé que dans les cas où la morphine est devenue inopérante. Mais ce premier médicament a impulsé un nouvel élan. Il existe plus de 800 espèces de cônes et leurs venins qui contiennent chacun des centaines de composants sont tous différents les uns des autres. En Australie, où les animaux venimeux sont pourtant légion, des chercheurs sont désormais convaincus du potentiel exceptionnel des conotoxines. En Australie, nous sommes bien servis en termes de diversité des venins. Nous avons les serpents et les araignées les plus dangereux qui existent. Nous avons d'intéressants scorpions, mais dans ce cas, pas les plus mortels. Nous avons des méduses parmi les plus virulentes, des poissons-pierres qui comptent parmi les plus dangereux au monde. Mais les raisons pour lesquelles nous avons choisi les conotoxines, c'est qu'elles sont constituées des plus petits peptides et qu'elles sont d'une diversité incroyable. Et c'est parce qu'elles sont petites que nous pouvons les synthétiser assez facilement. Ainsi, le processus de découverte de substances actives s'en trouve accéléré. À Brisbane, David Craik et Richard Lewis, de l'Université du Queensland, ont choisi de prendre le relais de Oliveira et Cruz en éliminant les 2 principaux défauts du Prialt. Ils pensent identifier dans ces venins d'autres composants agissant sur le circuit de la douleur, mais avec une action encore plus précise et donc moins d'effets secondaires. Nous travaillons avec les conotoxines car elles agissent très spécifiquement sur les canaux ioniques et les récepteurs qui participent au processus physiologique lié à la douleur. Et nous les utilisons en particulier car elles ciblent ces récepteurs très précisément. Cette précision qui fait tout leur intérêt thérapeutique, ces peptides la doivent à leur forme. Comme dans un puzzle pour enfants, seules les pièces à la forme appropriée peuvent s'ajuster dans un emplacement donné. Il en est de même pour les peptides et les récepteurs qu'ils ciblent, comme par exemple ceux des canaux calcium du circuit de la douleur. Cependant, certaines formes peuvent entrer dans plusieurs emplacements. Elles perturbent alors d'autres circuits et causent des effets secondaires. Lorsqu'un nouveau peptide susceptible d'agir sur la douleur est isolé, Craik commence donc par étudier sa structure moléculaire. Aucun microscope n'a la puissance suffisante pour discerner ces infimes objets. Mais en utilisant la résonance magnétique nucléaire, il peut identifier les acides aminés qui les composent et reconstituer une image en 3 dimensions de la molécule.
Au départ, nous déterminons la séquence naturelle des peptides du cône, ce qui représente typiquement une chaîne d'acides aminés composée de 16 à 30 éléments. Un acide aminé étant joint au suivant et ainsi de suite. Il se replie ensuite en une forme tridimensionnelle complexe, un peu comme ce modèle. Donc sa forme est déterminée par la séquence d'acides aminés du peptide. Et selon David Craik, cette forme pourrait également être la cause de l'autre problème des conotoxines naturelles, leur incapacité à franchir la paroi des intestins qui interdit une administration orale. Ce que nous voyons là est la représentation en 3 dimensions de la structure d'une molécule de cône obtenue par résonance magnétique nucléaire. Souvent, nous la simplifions en ne visualisant pas tous les atomes. Nous la simplifions jusqu'à en obtenir les éléments essentiels. Et vous pouvez voir que ce genre de toxine possède une forme hélicoïdale ici. C'est cette partie qui interagit avec le récepteur, la cible de cette conotoxine. Mais le problème avec la molécule naturelle, c'est qu'elle a 2 extrémités libres. En quoi la présence de ces 2 extrémités ouvertes constitue-t-elle un problème? C'est une découverte à laquelle David Craik est parvenu en reprenant des travaux menés il y a une 50aine d'années par un docteur norvégien, également sur des peptides. Un médecin norvégien qui séjournait au Congo dans les années 1960 avait remarqué dans un hôpital local que les femmes accouchaient très rapidement après le début de leur travail. Il a découvert qu'elles buvaient une sorte de thé tiré d'une plante locale. Après avoir bouilli les feuilles, elles buvaient cette tisane qui provoquait des contractions à l'utérus et permettait ainsi au bébé de naître plus rapidement. Il a ramené un peu de ces feuilles en Norvège et a déterminé que la substance active provenait d'un peptide de 30 acides aminés environ. Mais il n'a pu établir sa structure moléculaire précise. C'était une structure inhabituelle. 20 ans plus tard, nous avons réussi à obtenir quelques-uns de ces peptides et nous avons constaté que sa structure était vraiment étrange. La chaîne d'acides aminés se rejoint comme une boucle, tel un serpent qui se mord la queue. Ça nous a permis de comprendre pourquoi elle pouvait être bouillie. Les 2 extrémités ouvertes sont le point faible des protéines. Les enzymes commencent par grignoter les extrémités. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de point faible, et donc pas de désintégration. Cette découverte a déterminé l'orientation des travaux de Craik. Puisqu'un peptide refermé sur lui-même résiste mieux à la dégradation par des enzymes, il allait tenter de modifier la structure de la molécule du cône selon ce modèle. Probablement, la moitié de nos médicaments proviennent de la nature. Beaucoup sont exactement comme la nature les a produits, mais la plupart doivent être modifiés. Bien qu'ils ciblent un récepteur spécifique, peut-être ne le font-ils pas de manière assez sélective, ou peut-être ne restent-ils pas suffisamment longtemps dans le corps pour être efficaces. Dans ce cas, les scientifiques doivent les modifier, d'ordinaire seulement légèrement. Modifier des molécules reste aujourd'hui encore un exercice de précision extrêmement délicat. Mais Craik est parvenu à ajouter quelques acides aminés supplémentaires au peptide naturel du venin de cône, de manière à le rendre cyclique. On voit là une chaîne continue. Elle n'a pas d'extrémité libre, c'est pourquoi elle ne peut pas être attaquée par des enzymes digestifs. Mais elle conserve sa partie hélicoïdale qui lui confère une activité biologique. Il espère ainsi avoir créé un peptide qui, contrairement à celui du Prialt, pourrait être ingéré au lieu d'être injecté. Il faudra cependant attendre plusieurs années pour savoir si cette nouvelle molécule est à la hauteur de ses promesses. Le développement d'un médicament est un processus long et onéreux. On estime typiquement aujourd'hui que cela coûte jusqu'à 800 millions de dollars et que cela prend entre 12 et 15 ans depuis la conception originale du médicament jusqu'à son apparition sur le marché. Transformer un peptide de venin en médicament est un vrai défi. L'idée est d'identifier sur des modèles animaux des molécules au potentiel thérapeutique en se basant sur leur capacité à réduire des symptômes comme ceux de la douleur.
Ensuite, nous devons franchir une série d'étapes afin de garantir la sécurité et l'efficacité. Une fois que nous sommes convaincus que le médicament est suffisamment sûr, on peut l'injecter ou le faire avaler par des personnes en bonne santé. Ça nous donne la preuve que le médicament ne produit pas d'effets secondaires indésirables. Dès qu'on a cette preuve, on peut commencer les tests cliniques de phase 2 qui visent la sécurité et l'efficacité sur des populations bien plus importantes, de l'ordre de 800 à 1000 personnes. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des molécules n'accèdent jamais sur le marché. La chance pour une molécule de devenir un médicament est approximativement de 1 sur 400. C'est en prenant en compte le poids économique de ces incertitudes qu'une vingtaine de laboratoires européens se sont associés autour d'un projet très ambitieux qui vise à systématiser l'exploration du potentiel des venins de Cône. L'idée est d'utiliser les outils les plus récents de la génétique et de la bioinformatique pour analyser l'intégralité des peptides produits par une espèce de cône et tester leur action sur un très large éventail de cibles. Ce projet, baptisé CONCO, est coordonné par le biochimiste suisse Reto Stocklin. CONCO est un projet d'exploration moléculaire. Et au lieu de se focaliser sur une maladie ou sur un système biologique, sur une cible moléculaire, on a décidé de choisir un organisme, le cône, cet escargot marin venimeux, et de le décortiquer jusqu'à la dernière molécule, donc d'essayer d'explorer toutes les molécules de son venin, voire au-delà, puisqu'on s'intéresse aussi à d'autres molécules qu'il est capable de synthétiser. Il s'agit donc de plonger à pleine main dans ce coffre trésor biochimique que sont les venins de Cône et de tester toutes les clés qu'il contient, en espérant que certaines ouvriront des serrures encore inconnues qui pourraient permettre de guérir des affections non traitables aujourd'hui. C'est aux îles Chesterfield, au large de la Nouvelle-Calédonie, que les membres de l'équipe de Reto Stocklin sont partis récolter les spécimens dont ils ont besoin pour lancer le programme. Ces îles sauvages, préservées de toute présence humaine, sont le refuge d'une multitude d'oiseaux et de crustacés et ne reçoivent pour tout visiteur que quelques tortues en quête de tranquillité pour mettre bas. Ici, au cœur de la mer de corail, la faune marine a conservé une exceptionnelle diversité. L'animal sur lequel l'équipe a choisi de concentrer ses efforts, c'est le Conus consort. Comme le cône géographe, il possède un redoutable harpon venimeux. C'est à la nuit tombée, au moment où il se met en quête des petits poissons qui vont composer son repas, que les plongeurs ont les meilleures chances de le rencontrer. Mais l'autre grand atout des cônes, c'est leur discrétion. La mission sera finalement menée à bien, mais il aura fallu de nombreuses plongées pour rassembler la poignée de mollusques nécessaires au projet. Rapatriés en avion jusqu'à Genève, les précieux spécimens sont l'objet de toutes les attentions.
Soucieux de préserver pour les générations futures la richesse et la diversité de ses maîtres chimistes, le projet prévoit de maintenir ces spécimens en aquarium afin de les observer et de tenter leur reproduction. Pour les mêmes raisons, pas question de les disséquer. Afin de prélever les quelques gouttes de venin nécessaires aux analyses, il faudra faire appel à une méthode originale. Un appât, de la patience, de bons réflexes et un peu de pratique suffisent pour berner l'animal qui voit son harpon dévier dans une éprouvette au moment où il cible sa proie. Une technique aussi simple qu'efficace. Et à chaque fois, pour ne pas le décourager, le prédateur frustré reçoit une récompense bien méritée. La première phase du projet peut commencer. Toutes les technologies de la biologie moléculaire et de la biochimie moderne sont convoquées pour dresser la liste complète des peptides que Conus Consort est capable de synthétiser. Non seulement en isolant toutes celles que contient effectivement son venin, mais aussi en allant chercher au cœur de son génome les séquences de code qui président à leur formation. Car les chercheurs espèrent aussi percer les secrets des mécanismes métaboliques grâce auxquels cet escargot est capable de synthétiser une telle quantité de molécules aussi sophistiquées. Or, la combinaison unique de chaque peptide prend sa source dans la richesse de l'ADN des cônes. Ce sont de petites portions de ce gigantesque code qui commandent dans l'ordre la fabrication des acides aminés qui vont se combiner pour devenir un composant particulier du venin. C'est la première fois qu'un organisme marin venimeux voit son génome séquencé pour découvrir des nouvelles molécules et découvrir des principes actifs. Il faudra de longs mois de recherche dans une vingtaine de laboratoires pour que les différentes approches livrent leurs résultats. Mais les scientifiques de Conco détiennent désormais une liste des milliers de composants que Conus Consort est capable de produire. Pour effectuer un premier tri dans cette gigantesque masse d'informations, ils peuvent compter sur un allié que ne possédaient pas les Philippins 40 ans plus tôt, la bioinformatique. La mise en réseau de bases de données sur les venins de cône permet d'éliminer rapidement les peptides déjà identifiés ou de rapprocher une molécule encore inconnue d'une famille déjà étudiée, ce qui donne des indices sur ses cibles potentielles. Mais une fois ce premier filtrage effectué, seuls les tests de laboratoire peuvent prendre le relais. Les molécules candidates présélectionnées sont isolées ou synthétisées, puis expédiées à une dizaine de laboratoires européens, notamment au CNRS de Gif-sur-Yvette, près de Paris. On va ici tenter de repérer le type d'action qu'ont ces nouveaux peptides sur des cellules vivantes. C'est nos peptides qui nous ont envoyés de chez Alteris. C'est super parce qu'on va pouvoir les étudier sur l'ovocyte de Xénope. Les xénopes sont des amphibiens africains qui produisent une grande quantité d'œufs. Et ceux-ci possèdent des caractéristiques très proches de celles d'une cellule humaine. C'est en les testant sur ces œufs que les chercheurs vont pouvoir détecter si ces molécules sont susceptibles d'avoir une action intéressante pour la médecine. On s'est intéressé à la douleur, mais on s'est aussi intéressé à des maladies comme Alzheimer, le diabète, le cancer. Donc on a vraiment essayé de cribler très large en essayant d'aller au-delà de tout ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Pendant 5 ans, la moisson de nouveaux peptides offerte par le Conus Consort va être testée par les laboratoires du projet Conco afin d'évaluer leur activité biologique. Mais les premiers résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, ne livrant qu'un autre analgésique potentiel. Pourtant, Reto Stocklin est certain que le venin du consort recèle d'autres trésors, qu'il y a forcément parmi toutes ces molécules affûtées par des milliards d'années d'évolution, un outil biologique inédit, une clé qui pourrait ouvrir de nouvelles voies d'accès aux mécanismes subtils de nos organismes.
quand on a dessiné le projet CONCO il y a maintenant 7 ans, 8 ans en arrière, évidemment on avait comme objectif de trouver un certain nombre de choses dont on avait très bon espoir de les trouver dans le venin d'un escargot, des molécules pour la douleur typiquement. C'est fantastique d'en trouver, mais on était à peu près sûr d'en trouver. Pour moi, le grand challenge était de dire il faut aussi qu'on trouve des choses complètement inattendues, qu'on ouvre des portes à des nouveaux sujets de recherche, qu'on arrive à ce que j'appelle moi une vraie découverte, c'est-à-dire quelque chose que personne n'avait jamais vu, qui permette après d'ouvrir des nouvelles dimensions. À quelques mois de la fin prévue du programme, lors d'une réunion autour de la structure originale d'une famille de peptides qui intrigue les chercheurs, une piste inattendue voit enfin le jour. Donc c'est pas quelque chose qui a été découvert par test d'activité biologique, c'est quelque chose qui a été découvert à l'aide des outils informatiques et de la vision et de la connaissance de certains experts dans le domaine, qui ont permis de mettre le doigt là-dessus lors d'une réunion. En fait, on travaillait en groupe, on regardait ces séquences à l'écran, et on s'est tout d'un coup arrêté là-dessus. Et donc on les a sortis de la banque de données, on les a synthétisées, et ces molécules synthétiques, on les a marquées avec de la fluorescence pour les rendre colorées, et on les a incubées avec des cultures de cellules, en regardant si la fluorescence pénétrait à l'intérieur de la cellule ou non. On a pu se rendre compte qu'effectivement, certains de ces peptides avaient cette capacité à rentrer dans la cellule sans abîmer la cellule et à rentrer seulement dans certains types de cellules. Ces peptides sont appelés CPP pour Cell Penetrating Peptide, peptides pénétrant les cellules. Et pour le docteur Mada Derwazi, une spécialiste de la recherche sur le cancer de l'hôpital universitaire de Genève, elles ouvrent des perspectives inédites. Il faut s'imaginer un CPP comme un train, le CPP étant une locomotive avec plusieurs wagons. Et le CPP a la propriété unique de pouvoir transporter ces wagons à travers les membranes des cellules. Ensuite, dans les wagons, on peut mettre différentes choses. On peut mettre par exemple une protéine, on peut mettre de l'ADN, mais aussi on peut mettre des petites molécules. Il y a une logique dans les venins d'avoir ce type de molécules, puisque le venin contient des toxines qui doivent atteindre leur cible, et ces cibles sont des fois à l'intérieur de la cellule. Et donc le venin contient également des molécules capables d'ouvrir des portes, capables d'ouvrir la route aux autres molécules pour les amener là où elles doivent aller. Et parmi ces molécules, certaines montrent un comportement qui leur confère un potentiel extraordinaire. Elles sont prioritairement attirées par différents types de cellules cancéreuses. Or, si les chimiothérapies actuelles déclenchent des effets secondaires si dévastateurs, c'est parce qu'elles détruisent des cellules saines en même temps que les cellules cancéreuses visées. Donc en transportant l'agent chimiothérapeutique de façon plus ciblée vers les cellules cancéreuses, on va augmenter l'efficacité du traitement tout en réduisant les effets secondaires puisque l'agent chimiothérapeutique rentrera moins facilement dans les cellules saines. L'étude systématique du venin de Conus consort ouvre donc encore une nouvelle piste à la recherche. Celle d'une famille de molécules peut-être capables d'améliorer considérablement l'efficacité des chimiothérapies actuelles sur certains cancers. On a eu de la chance, il y avait un peu de hasard comme toujours, il y avait des hypothèses, probablement des bons scientifiques, et puis une mayonnaise qui a bien prise et qui nous a permis de découvrir quelque chose de nouveau, dont on espère que beaucoup de groupes de recherche vont maintenant creuser autour. La recherche se fait souvent par une découverte sur un sujet qui innove un nouveau champ d'investigation. Et ensuite, les gens découvrent une publication ou un résultat lors d'un congrès et se mettent à chercher là autour. Et moi, c'est ce que j'aime appeler chercher sous la lumière du projecteur. Et à chercher sous la lumière du projecteur, on oublie toute la zone d'ombre qu'il y a autour. Et c'était un des objectifs de CONCO, c'était d'allumer un nouveau projecteur dans une zone d'ombre. Je pense que là, on a réussi en fait à ouvrir potentiellement une nouvelle thématique scientifique. On a allumé un nouveau projecteur bien puissant. Un projecteur s'est allumé
Mais la zone d'ombre des venins de cône reste gigantesque. Les nouvelles pistes qu'ils nous ont offertes pour le traitement de la douleur ou la lutte contre le cancer représentent des avancées spectaculaires. Mais l'immense réserve de molécules actives présentes dans leur venin garde jalousement ses secrets. Une preuve de plus de l'importance de préserver l'incroyable richesse que représente la biodiversité. Car l'ensemble du monde vivant s'est développé à partir d'éléments communs. Et au cœur des cellules des plus humbles organismes, l'évolution a engendré le développement de myriades de processus originaux, dont nous ne comprenons encore qu'une infime partie. Certains détiennent sans doute les clés qui peuvent nous permettre de soigner des maladies devant lesquelles nous sommes aujourd'hui impuissants. Préserver leur diversité, c'est donc aussi donner les meilleures chances de survie à notre propre espèce.